Drop my needle. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Au final, Twitter, c'est assez basique. Un tweet, au final, c'est 280 caractères. Un utilisateur peut poster des tweets, lire des tweets et répondre à des tweets. Facile à coder, n'est-ce pas? Mais coder un service pareil, pour que 200 millions de personnes envoient 500 millions de tweets par jour, d'un coup, ce n'est pas la même limonade. Et c'est le cas de beaucoup de services dont au final la difficulté ne semble pas être dans le produit mais dans la délivrabilité. Mais alors, comment gérer la complexité de la charge dans un service apparemment simple? Le service peut-il vraiment rester simple? Et surtout, est-ce un problème de dev ou juste un problème d'ops? Pour répondre à ces questions de charge, je ne reçois pas Caïn Marco, mais il s'y connaît en charge lourde. Valérian, bonjour. Bonjour. Alors, Oui. Valérian, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient peut-être pas? Alors, bien sûr. Alors, je m'appelle Valérian, donc j'ai cofondé avec Baptiste Jamin Crisp. Crisp, c'est un logiciel de support client en ligne, donc ce qu'on appelle un SaaS, Software as a Service. Donc, on est utilisé à travers le monde entier par des entreprises qui gèrent leur support client, que ce soit du chat, du mail, du WhatsApp, du Messenger, etc., à travers Crisp. Donc, on propose des produits tels qu'une chatbox, par exemple, donc une boîte de discussion que les sites installent sur leur site. Ensuite, un chatbot, un CRM, un centre d'aide qui permet de générer un site d'aide pour automatiser des réponses. Donc des articles qu'on écrit en avance et qui permettent aux utilisateurs de rechercher une base de connaissances, etc. etc. Donc pour donner un chiffre rapidement par rapport au scale, justement, vous voyez la bulle de discussion Crisp qui est installée sur à peu près 100 000 à 200 000 sites à travers le monde. Et bien en fait, elle génère 500 000 connexions WebSocket en simultané quasiment tout le temps. Donc c'est assez énorme à gérer. Donc les 500 000 connexions WebSocket, finalement, c'est des personnes qui sont connectées sur un site qui utilise Crisp et qui sont aussi connectées à la chatbox, à la bulle de discussion. Et donc on doit gérer finalement, on se prend en fait la charge sur nos serveurs des sites qui nous utilisent indirectement. Parce que chaque visiteur d'un site, un e-commerce par exemple, eh bien on va aussi se prendre une connexion pour chaque visiteur. C'est un truc que je trouve fascinant en fait dans ces services-là, parce qu'au final, le chat, c'est t'envoies un message à quelqu'un, c'est un message juste textuel, qui est assez court, qui est assez rapide, c'est une conversation en one-to-one. Donc si on prend un aspect purement technique, si on demande à n'importe quel dev de coder un truc de chat demain, c'est assez rapide au final, tu vois, c'est juste c'est un utilisateur A, un utilisateur B qui s'envoie un message simple. Donc tu vois, ça paraît très rudimentaire aujourd'hui de coder un truc de chat. Mais il y a une complexité. Alors, oui. Pour l'anecdote, justement, quand on a 2 ans à peu près après qu'on ait commencé Crisp, il y a un gars qui nous a dit, un dev, qui nous a sorti « Ah oui, vous faites un service de chat, ça se code en un week-end. » Oui. En fait, une sorte de micro-MVP qui fait l'envoi et la réception de messages dans une sorte de chatbox visuellement dégueulasse, ça se fait en un week-end, oui, effectivement. Et on l'a fait en un week-end, à la base, effectivement. Mais tout le reste, c'est vraiment de la long tail, quoi. Ouais. Oui, parce que tu vois, après tu me diras, on peut réduire tous les services à quelque chose de très simple, parce que là, ce que je disais en intro, Twitter, c'est assez simple, Facebook, si tu le réduis à son plus simple appareil, c'est quelque chose d'assez simple. Mais en fait, il y a une complexité sous-jacente qui est assez énorme. Tu as déjà évoqué du coup un nombre de connexions en simultané qui est assez impressionnant. Du coup, si on commence juste à dresser un tableau très, très large, sans rentrer dans le détail pour le moment de la complexité, donc il y a ce nombre de connexions par instant que tu as. C'est quoi les autres complexités qu'il peut y avoir dans un service de chat à coder aujourd'hui? Alors, c'est pas tant la complexité liée au messaging, c'est-à-dire à la transmission de messages sur le réseau. On va plus être dans une complexité qui est liée à tout ce qui gravite autour en termes de features. Parce que forcément, aujourd'hui,
les clients ne nous demandent pas que du messaging. On est dans un marché qui est mature, donc on n'est pas les premiers. Il y a en fait un socle de features qui sont demandées, telles que l'envoi de fichiers, bon, ça c'est l'évidence. La gestion de savoir si la personne elle est en ligne ou pas, la gestion d'envoyer un email si par exemple la personne n'a pas eu le message en chat, et après toutes les features annexes qui sont le CRM. Et quand on parle de CRM, du coup on parle potentiellement de collection de données quand un site qui nous utilise par exemple va vouloir recueillir des événements sur un utilisateur. Donc typiquement, je ne sais pas, sur un Shopify pour un e-commerce, ça va être Valérian par exemple qui est authentifié sur la chatbox Crisp à ajouter tel produit à son panier par exemple. Ce qui permet après aussi de réactiver ces événements-là pour faire des campagnes, etc., du mail ou juste de l'analytics. Et donc, en fait, toutes ces features-là qui sont finalement assez simples unitairement, eh ben, elles génèrent beaucoup de données. Donc, rien que la génération de données, c'est un problème de scale intéressant et complexe. Typiquement, par exemple, une anecdote, l'autre jour, en fait, on avait des problèmes de taille de base de données en fait, sur le système de stockage du CRM, et on s'est rendu compte qu'on avait en fait, dans le mois, on avait touché 370 millions d'événements. Nos clients, en fait, indirectement à travers nos fonctionnalités, ont touché 370 millions d'événements. Et donc là, il y avait un problème, effectivement, de scale, en fait, obvious à gérer, parce qu'en fait, il y avait des clients qui abusaient de la feature et qui généraient mais une tétrachier d'événements, en fait, à la seconde, et qui remplissaient finalement nos bases de données. Et il y a un moment, en fait, effectivement, pour scaler le service, il faut savoir, par rapport au prix payé par le client, donc nous, ce qu'on vend, c'est de l'unlimited, de l'illimité, pour un prix fixe de 95 € par mois. Mais d'un autre côté, en fait, il y a aussi une notion de l'usage en bon père de famille, entre guillemets, comme Free Mobile, par exemple, ce qui est d'ailleurs, je crois, dans leur CGU, où il y a un moment, effectivement, où on dépasse les conditions de bon père de famille, quoi. Et donc, là-dessus, on doit appliquer tout plein de limites, de limites un peu logiques, finalement, mais dont on n'a pas idée quand on développe le produit au début. Mais alors, du coup, sur ce nombre d'événements générés, donc c'est effectivement beaucoup, 370 millions du coup, en un mois, en 30, Ouais. en 30 jours pile poil, ou en 4 semaines ou, C'était à peu près un peu plus d'un mois, un truc comme ouais. ça. Donc c'est ce qui fait quand même beaucoup. Est-ce que, du coup, dans un contexte aussi RGPD, comment est-ce que tu gères ce flux de données? C'est-à-dire que tu considères en fait que c'est des données qui sont très éphémères, donc tu les supprimes au bout de quelques jours maintenant, ou tu... C'est ça. Alors, ouais, alors pour limiter l'abus, ce qu'on a fait déjà, c'est qu'on a une sorte de sliding window par profil qui restreint le nombre d'événements par profil pushé, parce que on s'est dit, en fait, en réfléchissant, on est un service de CRM et de messagerie, mais en fait, notre cœur de métier, finalement, c'est le messaging. Donc, on fournit des fonctionnalités qui sont le CRM, etc., le centre web. Mais à partir du moment où un client va vouloir faire de l'analyse de données, autant utiliser un Amplitude, par exemple, ou un produit dédié, en fait, qui a des systèmes spécialisés, dont c'est le métier, pour ingérer de la donnée à des échelles comme ça. Donc, on s'est dit que sur des fonctionnalités comme ça, c'était très bien qu'on les propose. Et d'ailleurs, elles sont intégrées à notre écosystème de produits. Mais effectivement, il y a des limites en fait, qu'on doit appliquer, notamment une sliding window où en fait, finalement, on ne va pas stocker 10 000 événements par profil, quoi. Et alors du coup, vous avez commencé avec un service juste de chat entre du coup un support client et un client. Ça s'est incrémenté aujourd'hui. J'ai vu que vous avez un système de chatbot. Ça, c'était Oui. sur la roadmap dès le début. C'est arrivé un peu par opportunisme. Comment ça s'est ajouté en fait au service? Alors, c'était sur la roadmap, effectivement, dès le début. En fait, c'est par contre, disons que quand on a commencé Crisp, c'était vraiment pas du tout le focus à la base. Le chatbot, ça fait, si je ne dis pas de bêtises, ça doit faire 3 ans qu'on l'a déjà. Mais en revanche, quand on a commencé Crisp, on était plus concentré sur le produit, l'aspect visuel, le fait aussi de concevoir une infrastructure, une organisation de l'infrastructure qui était déjà bonne, entre guillemets, dès le début. Donc on pourra en reparler, je pense, l'aspect microservice, etc. Et qu'on n'a pas changé en fait depuis. C'est-à-dire que le système de base, les fondations de Crisp sont toujours les mêmes, et on a pris finalement pas mal de temps. À l'inverse de tous les conseils qu'on recevait d'entrepreneurs, c'est un peu le move fast and break things de Facebook, finalement qui est un peu le motto. En gros, tu fais un peu des rustines dans tous les sens pour que ça marche et pour que tu puisses commencer à vendre très vite. En fait, on a fait tout l'inverse chez Crisp.
Donc voilà, en fait, on a un peu une vision de là où on veut aller et on essaie de faire les choses bien et de prendre notre temps finalement et de ne pas aller trop vite dans l'implémentation des features. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on ne travaille pas vite. En fait, on essaie de compresser le maximum de tâches qualitatives en un temps minimum. Mais Mais alors, sans faire des trucs dégueulasses, quoi. du coup, l'arrivée du chatbot, ça a pas impacté votre architecture technique ou vos choix techniques? Parce que ça me paraît quand même être une logique assez Alors, différente. alors oui, c'est une logique très différente et pour ça, on avait justement réfléchi à la base de Crisp. Pour donner un peu l'histoire, quand on a construit Crisp, en fait, on avait donc la plateforme cœur de Crisp donc, qui fournit tout ce qui est web, quand on a la gestion des messages, l'API, etc., le stockage de données, etc. Et on avait voulu, en fait, on s'était dit à tort, que les entreprises allaient vouloir en fait finalement concocter une sorte de pack de fonctionnalités à la demande et que toutes les entreprises n'allaient pas avoir besoin des mêmes fonctionnalités. Donc en fait finalement les fonctionnalités qu'on allait vendre, outre notre offre gratuite, parce qu'on a commencé gratuit, ça allait être finalement différent selon les entreprises. Et donc on a inventé ce système de plugins où on s'est dit on ne va pas vendre de souscription de plan mensuel, ce qu'on a aujourd'hui. On va vendre des plugins. Et ça marchait pas. Ça marchait pas du tout. Ça n'intéressait personne. Donc en fait, finalement, on a repivoté vers un système de souscription qui faisait un pack de features. Donc tu payes 95 € ou 25 € par mois pour un pack de features donné à l'avance. Et ces features sont des plugins. Et quand on est arrivé avec le chatbot, justement, on a développé un nouveau plugin qui est le chatbot. Et le chatbot n'est pas intégré à notre plateforme cœur. C'est-à-dire que le chatbot, logiquement, dans notre système, c'est un plugin qui s'interface avec Crisp à travers nos API WebSocket, API REST, mais il n'est pas en fait intégré dans l'infrastructure microservice cœur. Et pour une raison, c'est qu'en fait, l'avantage, c'est quand on touche au cœur, en fait, on touche à des fondations, les fondations de Crisp, en fait, qui nous font faire très attention. Euh, mais en revanche, quand on veut coder une fonctionnalité en fait aussi métier, aussi spécifique que le bot, en fait, bon, finalement, on est juste dans un projet séparé qui s'interface avec Crisp à travers une API REST. On n'est pas en train d'essayer de mettre des bouts de code un peu partout pour que ça parle à 36 000 microservices. Et en fait, le chatbot, oui, est une fonctionnalité compliquée, mais cet aspect, en fait, finalement, keep it simple, small, un peu à la philosophie Unix, tu vois. C'est-à-dire que chaque programme a une tâche, une mission très simple et très précise. Et finalement, si quelqu'un fait un bug, etc., en fait, le bug est isolé et dans ce programme-là. Donc c'est ça qui fait... C'est assez Oui, marrant, c'est malin, je trouve, cette idée de considérer que le chatbot, effectivement, c'est un utilisateur du chat, en fait, et donc, en fait, il est effectivement complètement mhm. extérieur à ton service de base, quoi. Tout à fait. Et en fait, la puissance là-dedans, en fait, c'est que là, aujourd'hui, récemment, on a ouvert un Developer Center. Donc aujourd'hui, à la base, en fait, tous les plugins Crisp, en fait, tu ne pouvais t'intégrer à Crisp que si tu étais Crisp, ce qui est un peu bête. Donc on a ouvert en fait un système d'intégration publique, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu peux t'inscrire en tant que développeur sur notre marketplace, créer une application, un plugin, obtenir des tokens pour l'API, des permissions, des scopes, et ensuite publier ton plugin, le développer, le publier, l'héberger sur ton serveur, et ensuite il sera listé, si tu le publies publiquement, il sera listé vers tous nos utilisateurs qui pourront l'installer sur leur Crisp. Donc, admettons, je ne sais pas, tu veux t'interfacer avec un CRM, coder une intégration avec un CRM un peu propriétaire que pas beaucoup d'entreprises utilisent, typiquement, tu le codes, tu le publies sur Crisp et les entreprises intéressées pourront l'activer. Et ce plugin ne sera pas forcément géré par Crisp. Ok, ouais. Alors, on reviendra sur cette ouverture à d'autres devs après, parce que je trouve ça intéressant. Mais du coup, avant de passer là-dessus, j'aimerais euh, en comprendre un petit peu plus sur l'ensemble des choix techniques que vous avez pu faire. Donc, on part de l'idée que c'est un service très simple. C'est juste un envoi de message entre deux users. Aujourd'hui, du coup, votre stack techno, ça ressemble à quoi et comment est-ce que tu as conçu cet environnement? Alors, bon, on parlait de Quentin Adam euh, juste avant le podcast. Justement, en fait, on a eu beaucoup d'inspiration
de la part de Quentin quand on était plus jeune, c'est-à-dire qu'on avait 22-23 ans. On était en école d'ingénieur avec Baptiste et on écoutait les conférences de Quentin qui était déjà sur Clever Cloud et qui parlait beaucoup de RabbitMQ, microservices, etc. et toutes les bonnes pratiques. Donc, finalement, on a juste implémenté les bonnes pratiques, ces bonnes pratiques-là. Donc aujourd'hui, notre stack, c'est toujours en fait du RabbitMQ, des microservices qui tournent sur du Node.js et énormément de systèmes sur le réseau, tel un Redis, un MySQL, etc., qui interagissent avec les microservices. Et qu'est-ce qui vous a amené à choisir ces technos-là? C'était des technos que vous maîtrisiez, donc c'était ce genre d'évidence, ou il y avait une raison particulière de ce choix de technos-là pour votre service? Alors, on ne maîtrisait pas nécessairement ces technos-là. En fait, je pense que les développeurs, nous, on a tous entre guillemets, un problème, c'est qu'on s'ennuie vite. Et que quand on reste trop longtemps sur une stack, on a envie d'explorer et d'apprendre des choses nouvelles. Donc, il y avait aussi, premièrement, il y avait cet aspect apprendre des choses nouvelles, différentes. On n'avait jamais fait du microservice, on n'avait jamais touché à RabbitMQ, à Redis, etc. Donc ça, c'était l'intérêt pour nous. Ensuite, en fait, il était évident quand on voulait partir sur du microservice dans notre tête que si jamais optionnellement Crisp fonctionnait et qu'on allait avoir plein d'utilisateurs, ça allait être quand même plus sympa à scaler si on était déjà sur du microservice qu'un monolithe. On a des concurrents par contre dont on sait que historiquement, en tout cas j'espère pas aujourd'hui, tourner sur des monolithes. Donc typiquement un énorme serveur WebSocket pour des millions de connexions en simultané qui tourne sur une énorme bécane avec 100 Go de RAM, 64 Go de RAM répliqué en x3, x4. Le problème, c'est que s'il y en a un qui tombe, bah, les autres se prennent massivement beaucoup plus de charge, quoi. Et l'aspect du microservice, justement, c'est que chaque serveur, ce qui est intéressant pour notre scale, et pour sécuriser aussi, entre guillemets, le scale, c'est que chaque serveur, finalement, est assez petit en termes de performance et de ressources. Mais en revanche, il est multiplié par des nombres, je crois qu'on doit avoir 150 serveurs à peu près aujourd'hui, mais qui sont des machines virtuelles assez peu puissantes. Ça a plusieurs avantages d'un point de vue résilience, c'est-à-dire que si toute une baie tombe, la puissance dans une baie tombe dans le data center, bah, en fait, effectivement, les machines, les hyperviseurs tombent, donc les machines physiques, mais étant donné que le data center est gros et qu'on a plein de machines virtuelles qui sont un peu spread dans le data center, ça fait une sorte de résilience comme ça. Donc finalement, on peut perdre, je sais pas, en cas de soucis sur la puissance, perdre 2 ou 3 serveurs WebSocket. En fait, c'est pas grave, on en a 16, quoi. Alors effectivement, Ce jour. l'avantage du microservice sur ce genre de performance, ça paraît effectivement le b.a.-ba, j'ai envie de dire. Mais de ce que je comprends, vous vous êtes lancé sur des technos et un environnement microservice sans forcément le maîtriser, enfin sans être forcément expert du sujet avant d'avoir commencé. Du coup, comment ça est-ce que est-ce que quand le besoin de scaling a commencé à se présenter de manière assez importante chez Crisp, est-ce que ça a fonctionné du premier coup ou est-ce qu'il y avait quand même des erreurs de débutants, on va dire, qui sont forcément arrivées et qui vous ont amené du coup à apprendre des choses, on va dire, dans le feu de l'action? Alors oui, il y a forcément des ratés, effectivement. Ce qui est important dans un système pour nous, c'est que l'architecture de base, effectivement, soit relativement robuste et qu'on la contrôle en fait à 100%. C'est-à-dire que justement, l'aspect de contrôle à 100% de toute la stack, en fait, elle est importante. Parce que c'est-à-dire que si du jour au lendemain, admettons, ça nous est arrivé, il y a un journal, un assez gros journal qui s'est trompé et qui nous utilisait sur son back-office et qui nous a mis en ligne sur le site principal. On s'est tapé, on était même pas au bureau avec Baptiste à ce moment-là, on était en train d'aménager les bureaux parce qu'on est sur Nantes et on était à Ikea, grosse cage de Faraday. On a reçu une alerte, il y avait tous les serveurs WebSocket qui étaient genre par terre, quoi. Parce qu'à l'époque, en fait, c'était il y a 3 ans, on n'avait pas de protection contre les sites en fait, qui pouvaient arriver avec une capacité en fait, de visiteurs qui était monstrueusement plus élevée que la capacité de nos serveurs qu'on avait dimensionné. Et en fait, chaque chatbox, en fait, finalement, essayait de se connecter pour tout le monde. Donc, en fait, ça, par exemple, c'est des protections qu'on a mis en place après avoir expériencé les problèmes, on va dire. Par exemple, quand le site est trop gros, on a des sortes de high traffic limits.
et on dégrade en fait, le canal WebSocket sur la chatbox, ce qui fait que par exemple, on ne va pas établir une connexion WebSocket quand tu vas arriver sur le site sans avoir cliqué sur la chatbox, ce qu'on fait pour les petits sites, ce qui permet de compter le nombre de visiteurs, etc., enfin, d'avoir une carte où tu vois tous tes visiteurs en temps réel. En revanche, pour les gros sites, on a évité de faire ça. Donc, on compte jusqu'à une certaine limite, et puis après, en fait, il faut que la personne clique sur la chatbox pour exprimer l'intention de discuter. Et là, le service fonctionne de manière normale. Est-ce que, Ça, parmi tant d'autres. alors, est-ce que du coup, cette limitation de comptage notamment, elle est active quoi qu'il arrive sur un gros site où il y a des forfaits qui permettent, des forfaits premium, qui permettent du coup d'avoir quand même ces fonctionnalités-là, même si tu as 300 000 utilisateurs par jour? Alors, pour le moment, c'est pareil pour tout le monde et on ne peut pas débrider, puisque notre base de clients historique et actuelle, finalement, c'est en grande partie des SMBs, donc des petites et moyennes entreprises ou des startups. Donc, ce pas des sites qui ont vocation à avoir une charge énorme. Et tous les messages n'arrivent pas forcément par le web non plus, par le site. Certains messages arrivent par Messenger, par email, etc. En revanche, dans le futur, et c'est notre plan pour 2022 d'ailleurs, c'est qu'on va essayer de travailler sur les plus grosses entreprises pour leur fournir des options qui leur conviennent bien mieux, donc notamment ça. Notamment ça, avec certaines fonctionnalités plus avancées aussi sur le produit. Et gérer le type de client SMB, Startup et Enterprise, c'est pas du tout la même chose. On l'a compris en fait nous-mêmes quand on est passé, par exemple, typiquement on utilise Cloudflare. Cloudflare, aujourd'hui on a un compte Enterprise Cloudflare. On a accès à des fonctionnalités qui sont bien plus Enterprise, on commence à comprendre un peu les besoins. Ok, je vois. Et alors du coup, là, dans cette expérimentation, ce baptême du feu que vous avez vu à plusieurs reprises, c'est quoi le truc? Est-ce qu'il y a un truc déjà que vous êtes obligé de refaire quasiment intégralement? Parce qu'en fait, il s'avérait qu'avec le volume ou la charge ou l'évolution, c'était pas tenable en l'état. Alors, c'est amusant, mais c'est pas du back-end. Sur le back-end, en fait, on a toujours été dans l'évolution et dans l'amélioration. Et tu sais, en fait, tu as un problème de performance sur un service en Node.js. C'est assez simple, en fait, tu fais ta 16 microservices, tu en mets un en mode profiling et tu analyses. C'est pas grave. Par contre, on avait notre app, notre dashboard, en fait, qui permet aux entreprises de répondre à leurs clients, qui était codé en Angular version 1. Parce que quand on a commencé en 2015, je ne sais même pas si Angular 2 existait, mais en tout cas Angular 1, c'était le choix évident, parce qu'on ne voulait pas utiliser React pour plein de raisons, la complexité notamment, à l'époque en tout cas. Et en fait, malheureusement, en fait, sur un dashboard où il y a beaucoup de mutations, c'est-à-dire dans le DOM, hein, beaucoup de mutations parce qu'en fait, sur les gros sites, on va recevoir beaucoup de messages à la minute. Euh, Pas mal de conversations qui seront ouvertes, finalement les personnes vont interagir, vont écrire des messages, donc nous on aura une preview en temps réel du message, etc. En fait, tout ça, ça fait énormément de mutations sur le DOM. Il y avait des navigateurs qui étaient en PLS, quoi. Ça, c'est plus un problème de scale au niveau front-end, c'est ça qui est assez amusant. Et finalement, en 2018, on s'est lancé sur une refonte totale de l'app, ce qui était absolument consommateur de temps, parce que l'app était déjà très complexe, très complète, qui nous a pris 1 an et demi. On a tout recodé en Vue.js. Et aucun regret, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus du tout de problème de performance. C'est beaucoup plus facile aussi, plus modulaire par le fait de l'utilisation des web components, d'ajouter des features, de modifier des choses et d'onboarder les nouveaux développeurs aussi sur l'application. Oui, je pense qu'effectivement, il y a un moment où Angular était est plus adapté en fait. Mm. Le web est passé à une étape supérieure et l'arrivée de React ou de Vue était effectivement une nécessité. Et clairement, ouais, tu as aussi gagné en maintenabilité de ton applicatif Tout à fait, hein. côté client du coup. Et le Virtual DOM de Vue.js change vraiment tout. Hmm. Bon. Alors du coup, sur cette stack technique, du coup, depuis 2015, il y a aussi un élément important dans la stack, c'est l'équipe en tant que telle. Euh, Mhm. Comment est-ce que tu as structuré ton équipe pour adresser justement ce genre de service? Alors, encore une fois, c'est assez inusuel. Alors, Crisp a été commencé par Baptiste et moi. Donc, Baptiste, mon cofondateur, on s'est rencontrés en école d'ingénieur, ensuite il est parti à l'école 42. Donc, on est deux mecs très tech.
Aujourd'hui, c'est moi le CTO, Baptiste est CEO. Donc Baptiste gère toujours la tech, mais plus l'opérationnel. Et on est resté très longtemps, deux personnes, deux développeurs. Ensuite, un développeur nous a rejoint, un ami, qui faisait du design, qui est un peu full stack, front-end, etc. Euh, donc l'équipe est toujours restée très petite, puisqu'aujourd'hui, on doit être 13, il me semble. On est 6 personnes sur Nantes. Donc on a deux développeurs qui travaillent pour nous, donc on est 4 développeurs en tout pour gérer Crisp, dont deux développeurs back et puis des fronts. Et une personne, Antoine, qui gère le marketing. Et tout le reste des personnes qui travaillent pour nous, c'est du support client. Donc en fait, ça fait bien 7 personnes à peu près euh, qui travaillent à la louche, qui travaillent pour nous en support client. Puisqu'en fait, les principaux problèmes qu'on a, en fait, finalement, sont des problèmes de support client. C'est marrant parce qu'on a une boîte on vend un outil de support client, mais on fait notre propre support à travers notre propre produit. Donc finalement, toute la boîte utilise Crisp au quotidien, dont l'équipe support client. Et on aimerait, en fait, bien sûr, on embauche des techs et on en recherche, mais on aimerait en fait rester assez petit, lean sur ce sujet-là. Parce qu'on se rend compte que ça nous permet aussi de travailler vite, d'avoir une bonne communication entre les équipes et très peu de strates. Puisqu'avant, je travaillais en tant qu'alternant dans une grande entreprise, une SS2I, et il y avait énormément de strates. La communication était un peu compliquée, beaucoup d'équipes, et j'ai pas envie en fait d'arriver à une structuration comme telle. Ouais, je vois. Après, en fait, on évolue aux besoins, bien entendu. C'est-à-dire qu'on a des problèmes, on les solutionne. Donc, on ne sait pas dans 5 ans là où est-ce qu'on en sera en termes d'équipe, mais on aimerait garder cette structure très horizontale. Ce qui est surprenant, c'est que ce qu'on a décrit comme complexité principale sur ces services-là, et c'était quand même une notion de charge, Oui, ce qui voudrait dire qu'il y a une problématique côté Ops, enfin, qu'il y a une vraie problématique côté Ops sur le run de ton infra, et pourtant, tu personne, tu fais pas de oui, DevOps, tu personne côté Ops, euh, c'est moi. c'est toi. Alors, en fait, l'avantage d'avoir des microservices et des plugins pour cette raison-là, c'est que la majeure partie de nos fonctionnalités aujourd'hui sont quasiment dans des plugins. C'est que tout est très unitaire et en général, on a tous un problème, les devs aussi, c'est tu fais ton code, tu fais ton projet, et tu as une autre personne qui a d'autres méthodologies, qui travaille sur ton code, qui fait les choses différemment, qui ne comprend pas forcément les choses que toi, tu penses évidentes, et inversement. Puisqu'on a juste des façons différentes de travailler, c'est normal. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne raison, enfin, comment dire, tu vois ce que je veux dire? C'est qu'on a juste des façons différentes de travailler. Et le fait d'isoler finalement chaque projet et chaque développement dans son set de projet, ça évite aussi finalement les problèmes de communication et de casser des choses chez l'autre. Parce que c'est très facile finalement de casser des choses, même en étant impliqué dans le projet de quelqu'un d'autre, même si tout est bien fait, même si tout est bien testé. Donc ça, en fait, ça nous apporte cette flexibilité du microservice. Ça apporte bien sûr des complexités en termes d'ops, de DevOps, typiquement, genre gestion de microservices au quotidien, parce que ça fait une énormité de services à faire tourner, à gérer l'uptime, etc. Mais en revanche, pour tout ce qui est développement, c'est bien plus aisé, en tout cas quand on a beaucoup de développeurs. Ouais, mais donc, du coup, chaque plugin est géré uniquement par un dev, et du coup, il y a pas de. Il y a une notion d'ownership du coup Hmm. de chaque plugin et du coup de chaque microservice. Oui, bon après si quelqu'un part, on est quand même capable de reprendre le plugin sans souci, mais il y a une notion d'ownership. On évite effectivement de toucher au code des autres. Éventuellement, ce qu'on fait, c'est qu'on fonctionne par pair. C'est-à-dire que moi, mon code, une personne qui veut finalement modifier le code, va le modifier, il va pair. Moi, si je veux modifier son code, il le modifie. Lui, il le modifie en direct dans master. Moi, je le pair en fait. Ce qui permet d'avoir cette sécurité aussi, d'éviter de casser des choses, de passer des choses en prod, en mode j'ai fait quelque chose, j'ai cru comprendre. Et l'honneur, à chaque fois, effectivement, valide chaque changement dans son projet. Ah, je vois. Alors, comment est-ce que tu. Bon, déjà, est-ce que tu le fais, mais est-ce que du coup, tu as une volonté euh, d'assurer une consistance dans la manière de coder entre chaque feature, ou du coup, c'est vraiment chacun. Tu pars du principe qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise implémentation, comme ce que tu disais tout à l'heure, et du coup, chacun fait ce qu'il veut, ou tu as quand même une vie. Toi, en tant que CTO, tu as une vision globale, du coup, Oui. de tout ça.
Alors, on a des règles. On utilise un outil qui s'appelle CheckBuild. Donc, ça, c'est pour le JavaScript qui est fait par François-Guillaume Bribot. Développeur qu'on connaissait aussi, pareil, par l'Internet à la base, tout cet écosystème. Et donc, on a mis ça en place pour vérifier en tout cas les règles de style qui sont très importantes. Euh, et ensuite, il n'y a pas que le style, effectivement, il y a l'aspect plus algorithmique. Sur cet aspect-là, en fait, bon, le style, c'est automatisé, hein. C'est-à-dire que c'est le CI ou le système de test en local qui va valider ou pas et refuser ou pas le déploiement. C'est-à-dire qu'on ne refuse pas le commit, mais on refuse le déploiement en revanche si ça ne passe pas les tests de style. Et pour tout ce qui est plus algorithmique, la consistance dans la manière de faire, qui ne peut pas aujourd'hui passer dans notre système de test automatique, je vérifie toujours effectivement les PR. C'est-à-dire qu'avant de mettre en prod, de toute façon, il faut passer par moi. C'est-à-dire que tout est automatisé, enfin, tout est sur GitLab, on est en mode CI, il y a des PR, tu sais, on a une branche production pour tout ce qui est déploiement vers la production de manière automatique. Mais, euh, mais j'accepte ou pas le déploiement en production et je le vérifie. Alors, il n'y a pas de problème en général, mais c'est juste que, en fait, étant donné que je gère l'infra au quotidien, la nuit aussi parfois, ou le week-end, et ben, je veux m'éviter en fait moi-même mes problèmes. Donc, il y a des choses en fait où je sais que la personne ne peut pas forcément savoir en fait en avance. Mais avec une vision globale, tu peux voir un peu comment les choses interagissent et le risque potentiel qu'il y a un système qui éclate le week-end à un moment où tu veux pas trop, quoi. Donc c'est vraiment toi qui porte ce sujet des ops au quotidien et qui l'aune, on va dire, entièrement, quoi. Mm. C'est ça. Là, Et je vois en fait plutôt mes problèmes futurs hmm, et je les solutionne présents. je vois. Et alors du coup, est-ce qu'il y a une part dans cette volonté aussi de maîtriser tout le code qui est mis en prod? Est-ce que c'est aussi parce que c'est ton bébé au final, tout ce projet-là, et du coup, tu as quand même envie d'en garder une certaine maîtrise? Bah, il y a ça, bien sûr, effectivement. Il y a effectivement le fait que c'est effectivement, comme tu l'as dit, c'est ton bébé. Et c'est juste, en fait, ce qui est important, c'est d'enforcer des règles de style communes. En fait, faut pas, en fait, que, comment dire, les styles de code divergent avec le temps. Ça peut diverger, mais à ce moment-là, en fait, il faut que ce soit absolument, disons que si on veut introduire, par exemple, je sais pas, on va parler de JavaScript, mais euh, tout ce qui est un peu plus ECMA 6 sur la gestion des tableaux, etc., des propriétés, euh, eh bien, là, on ne le fait pas aujourd'hui, mais si on veut l'introduire dans un microservice, on va avoir tendance à se dire, bon, OK, on se chauffe et on prend quelques jours et puis on essaie de normaliser la nouvelle syntaxe, le nouveau pattern sur tous les microservices. Parce que l'avantage, c'est qu'une personne qui arrive dans le futur chez nous, elle va avoir quelque chose de complètement consistant, quoi. Et elle va comprendre un peu. Enfin, c'est beaucoup plus facile, effectivement, de se retrouver dans quelque chose qui est uniforme. Là où on est en plus sur des microservices, donc il y a une structure, effectivement, qui est commune. Et après, du code un peu plus spécifique à chaque microservice. Mais le style est important aussi pour cette raison-là. Ouais, et puis ça permet aussi de plus rapidement savoir enfin, comment faire ce qu'on te demande de faire. Tu vois, quand on te demande de coder une user story ou une feature en fonction de l'orga, Mhm. si tu as une façon de faire, tu sais, enfin, tu vas plus vite dans ton implémentation parce que tu as des règles à respecter, en fait. Tout à fait, hein. C'est aussi un guide, Et quoi. pareil, en fait, dans le passé, moi, j'avais travaillé dans d'autres projets où il y avait des grosses équipes avec pas mal de monde, c'était du JavaScript, Node.js, et chacun était aussi sur. Donc là, c'était une infrastructure aussi microservice, mais basée sur des échanges entre microservices, entre HTTP, ce que je ne trouvais pas, pour Crisp en tout cas, pas très plaisant. Euh, et chacun avait sa manière de coder entre les microservices. Il y avait uniquement des tests à la fin unitaires, tests fonctionnels. Mais ça ne voulait pas dire en fait finalement qu'il n'y avait pas des bugs qui n'étaient pas faits ou des gros problèmes algorithmiques, des gros problèmes de style. Et chaque microservice avait un style très différent finalement. Et c'était très dur en fait de switcher de microservice en microservice. Et j'ai compris un truc, c'est que l'uniformité c'est important en fait pour pouvoir être efficient, onboarder les développeurs, etc. Et parfois c'est bien effectivement de consommer du temps, qui est très valuable, hein, mais pour normaliser effectivement. Enfin, c'est un mur, tu vas pas mettre deux tapisseries différentes côte à côte, quoi. C'est un Ouais, peu pareil pour moi. clairement. Et puis, en fait, au final, ce temps que tu passes, c'est du temps que tu passerais a posteriori pour payer ta dette technique. Donc, Oui, c'est aussi une manière, en fait, de l'absorber et donc, de la payer par avance, en fait, de l'anticiper, quoi. tout à fait, c'est ça.
Alors, il y a un autre sujet du coup que tu as évoqué tout à l'heure que je trouve intéressant, c'est que du coup, vous avez décidé d'ouvrir Crisp à d'autres développeurs. Alors du coup, ça se passe comment aujourd'hui? C'est quoi? C'est une marketplace, c'est uniquement des trucs qui sont hébergés par eux, chez eux, et c'est juste une API qui s'interface avec vous. Comment est-ce que ça rentre techniquement dans le service? Alors, déjà, il faut savoir que Crisp n'a qu'une seule API REST et une seule API WebSocket et des webhooks. C'est uniforme sur toute la plateforme, c'est-à-dire que toi, si tu utilises Crisp en tant qu'utilisateur sur nos apps, tu vas utiliser api.crisp.chat avec strictement le même domaine et les mêmes specs qu'un développeur externe ou que nos propres plugins. Donc cette uniformisation, déjà, elle permet d'être efficient sur... si on casse quelque chose, ça se voit, quoi. Donc on va pas... C'est réparé très rapidement. Et en général, on essaie de faire en sorte que ça n'arrive pas. Et donc, en fait, cette API, elle est documentée pour tout le monde. L'avantage, c'est que tu peux être un développeur de plugin, mais tu peux être aussi nous, sur les apps. On a accès à la même docs. Donc, on essaie de faire une docs de qualité. D'ailleurs, là, cette semaine, il y a 2 mois de ça, on a sorti notre nouvelle docs de développeurs, parce que la marketplace vient aussi avec un système de docs de qualité. Et cette semaine, je viens d'open sourcer justement le générateur de docs qu'on a développé en interne, parce qu'on voulait éviter d'utiliser des services externes pour gérer nos docs qui peuvent tomber à tout moment, etc. On voulait aussi que toutes les docs soient gérées sur du Git. Donc, on a un vrai changelog des docs. Et donc, je viens de l'open sourcer, ça s'appelle Chap, comme Claude Chap, l'inventeur justement du télégraphe. Et le marketplace, effectivement, qui est un dashboard qui permet de... Tu crées un compte sur la marketplace, tu génères des tokens d'API à travers un plugin que tu as créé, et, euh, et tu obtiens des permissions sur l'API. Donc les permissions peuvent être limitées à un certain set de features, donc par exemple uniquement envoyer des messages ou lire les messages, etc. Ça permet de nous faire un système de permissions assez joli pour les utilisateurs et respectueux. Euh, pour nous, en fait, notre propre plugin, on a tendance à avoir confiance en nous-mêmes d'un point de vue données, puisqu'on maîtrise, on maîtrise en fait finalement les données. Mais une intégration externe qui pourrait être un peu, comment dire, qui voudrait en fait finalement accéder avec un développeur pas très vertueux, qui voudrait finalement être installé sur plein de sites CRISP et accéder à des données qui sont hors de son contexte, ben ça on va limiter. Donc quand tu installes un plugin sur CRISP, tu vois ce à quoi le plugin a accès. Et nous explicitement on aura donné en fait accès ou non à ces données-là via un process de submission. Donc toi quand tu veux à travers la marketplace avoir plus d'accès sur l'API, tu dois le demander et on doit le valider. Mais alors, pardon. Du coup, le plugin qui est développé par un développeur externe, il n'est pas hébergé sur le même environnement que tien. C'est au dev de l'héberger de son côté. Et c'est juste une API du coup qui va transiter avec un ensemble de webhooks qu'il va aussi utiliser, qui va appeler, c'est ça? Exactement. En fait, si tu vois comment les apps sur Slack, par exemple, fonctionnent, Mhm. donc les développeurs externes, bah, nous-mêmes sommes intégrés avec Slack, par exemple, et bien qu'on soit listé sur la marketplace de Slack, Crisp, l'intégration Crisp, c'est nous qui l'hébergeons. Là, c'est un peu similaire, en fait, finalement. Donc, nous, en même temps, on ne peut pas gérer, finalement, l'uptime de tous les plugins. Imaginons que on héberge des plugins de 10 000 développeurs sur notre plateforme. Déjà, il y aura des problèmes de scale à un moment, de surcharge sur certains microservices, sur certains plugins, pardon. Certains plugins sont codés en Java, d'autres sont codés en Node.js, d'autres sont codés en Go, d'autres sont codés en Rust. Il y a toute une panoplie d'environnements à gérer. C'est compliqué. Donc, à un moment, on s'est dit, ça sort de notre scope, c'est ingérable. Donc, on va permettre aux développeurs finalement d'héberger leur propre plugin. Et par exemple, des entreprises créent aussi des intégrations privées. Donc, admettons que tu aies codé je sais pas, un système d'agrégation de données en interne sur je sais pas, une sorte de CRM des clients internes et tu as envie de le synchroniser avec Crisp d'une manière très custom. Bah, tu peux créer une intégration privée, l'héberger sur ton propre serveur, ça peut être on-premise, et ne le jamais le partager avec les autres. Ça sera uniquement ton plugin puisqu'il est privé. Donc ça, c'est possible aussi avec le système de marketplace. Ok. Et alors du coup, est-ce que vous avez quand même je sais pas, un contrôle ou un garde-fou? Parce qu'il y a quand même du coup pas mal de données qui transitent. On parle beaucoup de RGPD. Mhm. Il y a notamment aussi du coup tous ces flags que tu envoies quand quelqu'un fait une action sur un site. Est-ce que du coup tu as une espèce de... Tu essaies de garder une certaine main sur
ce à quoi les plugins pardon, peuvent accéder? C'est ça, oui, exactement. En fait, c'est ce système de scope qui. Donc, je disais que l'API est la même, effectivement. En revanche, il y a des routes, effectivement, qui ne peuvent être utilisées que par des tokens, donc les clés d'authentification à l'API, donc par des tokens user. Donc, les tokens user, c'est toi, tu te connectes à ton dashboard Crisp, tu as un compte Crisp, tu es utilisateur, et tu réponds à tes clients. Un plugin, lui, aura un token de type plugin pour pouvoir être installé sur les sites. Un token user ne peut pas être utilisé dans un plugin. Et les tokens plugins auront uniquement accès à un subset restreint de l'API qui couvre leurs besoins généraux. Donc ça va être envoyer des messages, envoyer des événements, je sais pas, inscrire des emails dans des conversations, pusher un contact dans le CRM, pusher un événement, pusher de la data, etc. Et donc tout ça, c'est ce qui est restreint. Et ensuite, on the top, on a un système de scope. Donc les développeurs de plugins demandent explicitement sur notre marketplace, que j'avais décrit précédemment. Ouais, ouais, mais donc du coup, en fait, ce que je voulais voir, c'était est-ce que tu déportais cette responsabilité du partage de l'information au client final, qui du coup décide d'ouvrir son service à d'autres plugins, ou si toi, tu essaies de quand même garder une main, tu vois, t'interdis, quoi qu'il arrive, certains use cases, en disant même si quelqu'un l'autorise, moi, je veux pas de ça sur Crisp. On évite d'interdire les use cases. Après, on essaie d'être très clair avec les utilisateurs finaux quand ils installent un plugin. Quelles permissions est-ce qu'ils délèguent? Les permissions peuvent être révoquées à tout moment d'ailleurs. De manière un peu similaire à ce que fait Slack, par exemple, sur ses apps, en fait, c'est très similaire. Hein. On délègue des permissions, elles sont différentes selon les plugins. Et nous, en amont, on les valide aussi en tant qu'équipe de Crisp. On valide des permissions qu'on offre à certains plugins qui les demandent. Et il y a des permissions, effectivement, qu'on rejette parfois par rapport à l'use case officiel du plugin, quoi. Parce qu'on juge que, après, c'est un jugement, effectivement, et ça amène à débat parfois. Disons que la personne, entre guillemets, fait appel et elle nous justifie pourquoi est-ce qu'elle a besoin de cette permission. C'est un peu tribunal, tout ça, Non, mais le blâme de permission. ouais, mais c'est important aussi, ça reste, enfin, tu vois, ça fait tribunal, mais euh, t'as la comparaison facile avec l'App Store d'Apple, qui eux ont gardé Mhm. une main complète sur comment ça se passe chez eux. Tu vois, t'en es encore loin, donc tu peux Oui, tu peux légitimiser ton action par ce biais-là. Tu restes quand même assez, tu veux quand même maîtriser ce qui se passe sur ton environnement, quoi. tout à fait. Après, à partir du moment où on se market comme plateforme, on essaie de respecter comme une certaine équité par rapport à ce que les personnes veulent faire avec la plateforme, quoi. Hmm. Effectivement, ça nous dérangerait un peu plus qu'il y ait un concurrent qui crée un plugin pour faire un export de data vers. Oui, Mais en tant que plateforme, normalement, c'est ça, ce à quoi on doit se soumettre. ouais, j'imagine bien. Il y a aussi du coup un autre aspect sur là-dessus, c'est que euh, tu, du coup tu te retrouves à ouvrir ton environnement à des gens qui sont comme toi au final, qui sont aussi des devs, qui sont aussi, Mhm. aussi tech, qui du coup ont peut-être un certain niveau d'exigence ou de criticité ou tu vois, à quel point est-ce que le fait d'interagir avec d'autres devs externes, ça a changé votre façon de coder ou de concevoir des features ou des API? Bien, bon, déjà, dans tout ce qui est plugin, on a quasi obligation de s'intégrer avec beaucoup de langages de programmation, du moins par nos librairies officielles, pour ne pas laisser certains devs un peu laissés pour compte, devoir finalement coder leur propre wrapper HTTP. Donc on fournit et on maintient au quotidien des librairies pour ceci Go, Node, PHP, Ruby, Python. Et ensuite je dirais que ça se passe quand même assez bien en termes de relation avec les développeurs. C'est assez, j'ai pas j'ai pas éventuellement de remarques à faire sur ça. Puisqu'on essaie de faire des choses assez standards dans les habitudes, tu vois, des développeurs en termes d'intégration, c'est-à-dire qu'on a des webhooks, ça fonctionne à peu près comme des webhooks sur tous les services. On a un système WebSocket, c'est pareil, on a une API REST, l'API est ce qu'on dit RESTful, donc on utilise très bien les verbes HTTP, etc. C'est assez clair pour les développeurs. On n'a pas d'endpoint un peu exotique avec un protocole un peu custom ou même une API on n'a pas par exemple d'API en gRPC par exemple, qui est un peu à la mode. Euh,
Parce qu'en fait, c'est peut-être un peu trop exotique là, pour beaucoup de devs, quoi. Donc, on fournit finalement des standards de commodité que tout le monde connaît, et il y a des librairies d'intégration, etc. Et il n'y a pas de souci, hein. C'est aussi facilité par le fait que vous utilisez, vous, les mêmes API. Et donc, en fait, tu as aussi intérêt à ce que ce soit facile accessible, parce que tu vas pas commencer à mettre du XML, du JSON, enfin, Non, du REST, de l'OAuth, enfin, tu vois, changer les trucs selon les modules, quoi. Ça devient oui, ingérable, quoi. exactement. Alors du coup, pour revenir sur ta stack, parce que je réalise qu'on a un peu survolé tout à l'heure. Donc aujourd'hui, tu nous dis donc, du RabbitMQ, du Node. Il y a d'autres langages à part le Node ou c'est... Alors, l'infrastructure cœur est développée en Node.js, donc tout ce qui est ce qu'on appelle les workers, donc les microservices. Les plugins, en revanche, sont développés en Go. La raison, en fait, à la base, c'est qu'on cherchait quelque chose d'assez efficient, d'assez lean, avec un langage de base assez performant, que des développeurs qui arriveraient dans notre équipe pourraient comprendre assez rapidement. Parce que moi, personnellement, je fais du Rust et j'adore le Rust. Et le Rust, pour moi, c'est la vie. Mais le problème, c'est que onboarder un développeur en Rust qui n'en a jamais fait, ça prend un peu de temps tout de même. Pour des raisons qui sont le langage, la gestion de la mémoire, enfin, ce qu'on appelle le borrow checker, etc. Bien que j'aimerais tout refaire en Rust. Mais le problème, c'est que sur ça, quand on va avoir des équipes, etc., c'est pas très productif, en tout cas pour ce type de fonctionnalité. Et pour le Node.js dans le cœur, c'est que c'est comme un écosystème qui est très bien supporté en termes de librairies. Donc on a des librairies à peu près pour tout. Donc on fait de l'MQP, on a des librairies pour se connecter à de l'MQP pour faire du RabbitMQ, on a des librairies pour Redis, on a tout un tas de managers SQL pour faire du SQL de qualité. On a des ORM, enfin, en fait tout a déjà été fait, il y a déjà des choses disons des librairies de qualité, il n'y a plus qu'à construire, quoi. Le reste, moi, quand j'ai commencé, effectivement, si ça devait être le choix, c'était déjà très dur à l'époque, en 2016, de faire des appels HTTP vers un serveur HTTP parce que il n'y a rien en fait dans le cœur du langage. À l'inverse du Go et du Node.js, il n'y a pas de librairie standard, on va dire, qui fournit une stack HTTP. Donc là, pour ça, il faut consommer des librairies de la communauté. Et à l'époque, il n'y avait pas grand-chose, en fait. Il y avait tout à inventer, il y avait tout à faire. Le monde du web, en fait, disons que les librairies qui étaient faites pour le monde du web, en 2016, dans Rust, c'était pas trop ça. Aujourd'hui, par contre, ça s'est vachement amélioré. Donc le choix serait peut-être différent, je sais pas, mais ça serait plus facile de construire quelque chose euh, dans ce type de langage. je vois. Euh, Et mais alors, pour parler du Rust, par exemple, pardon, puisqu'on est des devs et on voulait apprendre et on voulait s'amuser, on a lancé tout un tas de projets open source en parallèle, qui sont des projets qui servent l'infrastructure de CRISP. Donc, par exemple, pour donner des exemples, on a un système en Rust que j'avais codé en 2016-2017 qui s'appelle Bloom, qui est un système de cache spécialisé pour une API REST qui gère du messaging. Parce qu'on a beaucoup d'intégrations, typiquement, qui, qui font des requêtes HTTP très récurrentes sur de la donnée qui ne change pas sur nos API et on évite à tout prix que ça arrive sur les workers Node.js parce que ça générait pas mal de charges sur les microservices. Pareil, on a un axe de recherche qui s'appelle Sonic qui nous permet de faire de la recherche. On doit stocker en fait des milliards de messages de manière assez compacte sur des durées quasi infinies. Donc pour ça, on n'a pas opté par exemple pour un système comme Elasticsearch qui est très qualitatif mais qui a réputation de consommer beaucoup de ressources. On a développé notre propre système d'indexation par exemple qui est très efficient pour la mission qu'on lui a donnée. Et tout ça, c'est fait en Rust, par exemple. oui, effectivement, vu ce que tu décris, le Rust semble un bon choix. Alors du coup, je reviens sur ce moteur d'indexation que vous avez fait vous-même. Il est basé sur... parce que du coup, en termes de base de données, j'imagine que tu nous as parlé du MySQL, mais j'imagine que tu utilises aussi peut-être du Redis pour, pour, pour des questions de rapidité. Est-ce que du coup, ton truc d'indexation, il fonctionne aussi il est sur du Redis? Non. En fait, il est complètement standalone. C'est-à-dire qu'au même titre qu'un Redis ou un MySQL, tu l'installes sur un serveur, il embarque son moteur de base de données qui est RocksDB de Facebook. RocksDB qui est, si je ne me trompe pas, un fork de LevelDB qui a été créé par Google, donc qui est très utilisé en production chez Google et Facebook, et qui nous permet de faire du clé-valeur en local, sur un disque local. C'est du simple clé-valeur.
Et ensuite, nous, les modèles de base de données sont gérés par Sonic, en fait, qui est le projet qu'on a lancé. Et l'avantage de ce système de stockage, par exemple, c'est qu'en plus d'être simple à consommer, d'être assez efficient, parce que c'est un stockage comme LevelDB, ça l'indique, c'est un stockage par layer. Donc, c'est-à-dire que les données les plus récentes vont arriver dans les premières layers et après vont être consolidées petit à petit dans les layers, entre guillemets, moins efficients, moins performance, mais plus long terme, plus compact et plus long terme, les layers sous-jacentes. Et en plus de ça, c'est un moteur de données qui est compressé par défaut. Donc, toute la donnée qu'on injecte dedans, elle est compressée. C'est du Z-standard qui a été fait par Facebook d'ailleurs, qui est un algorithme de compression qui me fascine. Très efficient, très rapide. On est à peu près, je crois, à 30% à peu près, ou 40% plus compact que du gzip traditionnel, pour à peu près les mêmes perfs. Donc tout ça en fait qu'on arrive à arriver à un système assez optimal, assez compact pour notre recherche. Ça commence à faire pas mal de techno. Et tu disais tout à l'heure, tu l'as même dit plusieurs fois, que quand on est dev, on s'ennuie assez vite et qu'on aime bien découvrir de nouvelles techno et apprendre de nouvelles choses. Oui. C'est quoi du coup la prochaine techno que tu voudrais ajouter à la stack de Crisp? Alors là, on va plus être sur de la gestion d'infrastructure, je dirais, un peu plus automatisée. C'est-à-dire que aujourd'hui, on déploie des serveurs, donc c'est des serveurs virtuels et on les gère un peu de manière scriptée ou je dirais pas à la main, mais il y a beaucoup de choses qui sont automatisées, mais il y a quand même un système, par exemple, les mises à jour, le redéploiement, la recréation from scratch d'une infrastructure CRIS. Admettons que notre compte DigitalOcean, on est hébergé chez DigitalOcean, soit supprimé du jour au lendemain, je ne sais pas comment. Eh bien, en fait, il faudrait qu'on puisse recréer l'infrastructure from scratch de CRISP. Et pour ça, en fait, on est en train d'étudier des solutions comme Terraform de HashiCorp. D'ailleurs, HashiCorp qui fait aussi des solutions comme Nomad qui est une alternative à Kubernetes, avec une philosophie un peu différente, qui est un peu plus, disons, plus small, unitaire. Kubernetes va embarquer beaucoup de services pour les gestions de conf, etc. Nomad va plus être sur la gestion l'orchestration des conteneurs. Et Terraform, en fait, finalement, c'est un système d'automatisation d'infrastructure. Donc, où tu vas installer un provider. Donc, le provider, ça pourrait être du KVM, enfin, un libvirt. Quand tu as un vrai serveur dédié avec tu sais, toute ta stack, ton hyperviseur, ta stack de virtualisation, donc ça peut être ça, ou de l'AWS, ou du DigitalOcean, ou du Google Cloud. Et tu vas définir, en fait, dans des fichiers de conf, tes serveurs, tes firewalls, enfin, toutes tes règles, tes VLAN, etc. Et admettons que tu aies une avarie, déjà tu es capable de recréer l'infrastructure from scratch, en tout cas dans un état, puis après tu n'as plus qu'à ingérer les backups, et ça fait une infrastructure fonctionnelle. Mais aussi au quotidien, c'est-à-dire qu'au lieu de faire des modifs à la main, une fois que, disons que tu as créé tes fichiers de configuration Terraform, tu peux commencer à modifier ton infrastructure plus par tes méthodes un peu plus artisanales, mais par une méthode automatisée en command line avec des fichiers de configuration qui sont sourcés sur Git, etc. etc. C'est déjà ce qu'on fait, hein, bien sûr, mais c'est pas, en fait, on n'utilise pas un système à la Terraform qui est très standardisé, qui nous ferait gagner du temps. Donc en fait, avec le scale, on commence effectivement à avoir des problèmes à ce niveau-là. Et bien que toutes les configurations par exemple des load balancers, etc., tout soit versionné sur Git et le déploiement, ça se fait en CI, pareil, branche production, ça déploie. Tout ce qui est la définition des machines virtuelles, etc. Pour le moment, c'est fait d'un dashboard qui est le dashboard de DigitalOcean. Et on a automatisé. Je trouve ça marrant que tu dises que c'est déjà ce que vous faites pour nous rassurer. Parce que ça fait beaucoup de serveurs, tu vois, à gérer. Oui, non, mais ce qui est on marrant, fait pas SSH, nano, ouais, on se connecte pas en SSH. Mais tu vois, je pense qu'en fait, il y a plus de boîtes qu'on imagine qui gèrent des fermes de serveurs plutôt conséquentes avec encore des méthodes à l'ancienne et qui sont pas encore sur des méthodes d'infra as code ou hyper modulables. Donc tu vois, en fait, quand tu dis c'est déjà ce qu'on fait, je vous rassure, tu vois, je pense qu'en fait, tu fais quand même partie des boîtes qui ont déjà une certaine avance dans l'usage de ces technos-là, quoi. Alors oui, après, je pense que toutes les boîtes n'ont pas forcément besoin d'utiliser un système comme celui que je viens de décrire, qui est Terraform, parce que quand on n'a que 2 serveurs, par exemple, ça ajoute quand même une certaine complexité. Par exemple, moi j'ai un serveur perso, je ne vais pas utiliser Terraform. Ça peut être un délire en fait de nerd
de le faire. Mais en fait, je serais peut-être plus efficient à avoir mes copies de conf à la main et les restaurer à la main. Et c'est du pragmatisme, en fait. Je me dis que c'est juste en cas d'avarie ou au quotidien, c'est quand même pas mal de versionner les changements et d'être capable de redéployer une infrastructure comme ça, quoi. Ouais. Et même de changer, même de provider cloud, c'est-à-dire que, ou de faire du multi-cloud aussi, ce qu'on appelle le multi-cloud. Typiquement, c'est pour être plus résilient sur tout ce qui est la panne complète d'un data center ou la panne complète je sais pas, d'une annonce BGP de tous les IP mondiales d'un provider type Facebook, tu vois. Ce qui s'est passé, je crois, il y a 2-3 mois, l'outage de Facebook qui Ah, était c'est ça, lié ouais. finalement à BGP, alors à une annonce réseau erronée. Eh bien, on n'est pas à l'abri, même si on utilise plusieurs régions chez Digital Ocean, par exemple, notre hébergeur, qu'il y ait une annonce BGP mondiale qui soit faite sur toutes leurs IP et que tout tombe d'un coup. Et que même bien qu'on soit multi-cloud, multi-data center, etc., en fait, étant donné qu'on est sur le même provider, le même réseau, on est quand même par terre. Et ça permet, par exemple, de se dire, bon, on va brancher à côté, par exemple, on apprécie beaucoup Vultr, qui est une sorte d'équivalent strict à Digital Ocean, et qui nous permettrait finalement d'avoir deux providers différents, géographiquement séparés, avec une infra redondée, etc. Ce qui permet aussi, ensuite, étant donné qu'on gère beaucoup de données, de commencer à faire de la géographie sur les données. C'est des sujets qui vont arriver d'ailleurs avec toutes les lois dans le monde qui arrivent sur les datas, où finalement des clients américains auraient leurs données hébergées aux États-Unis et des clients européens auraient leurs données hébergées en Europe et il y aurait pas, ce serait imperméable entre les deux. Mais par contre, certains systèmes sont quand même répliqués, par exemple les bases clients, etc. Et ça, on arrive comme dans le next level de complexité sur l'architecture. Ça apporte des nouveaux problèmes, c'est-à-dire que, admettons qu'il y ait un problème réseau entre les deux data centers. Tu sais, on a des clusters de bases de données qui sont, normalement, il y a un maître et il y a des esclaves. Et dans les deux data centers, les maîtres se mettent à s'auto-élire. Donc, on a deux masters en fait, des deux côtés. Les infras continuent à gérer de la donnée. Une fois que le réseau est rétabli entre les deux infras, comment est-ce que les deux bases de données en fait, se réconcilient? Ouais. En général, ce que fait MongoDB, tu vois, typiquement, c'est qu'il y a un rollback sur une des bases. Donc, il va supprimer de la donnée pour se resynchroniser avec le master Eli, le maître qui est Eli. La bonne Donc, tu nouvelle, vois les problèmes que ça peut arriver, genre des pertes de données, etc. Donc, on doit commencer à réfléchir à des sujets assez intéressants, mais assez stressants parfois. mais la bonne nouvelle, c'est qu'au final, c'est ce qu'on appelle des problèmes de riche. C'est-à-dire, c'est plutôt cool d'avoir ce genre de problème à se poser. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est intéressant. Il faut qu'on s'amuse en fait en le faisant, parce que Hmm. ça, on le fera pas bien, sinon en fait on attend le moment opportun, disons. Tu sais, on aura genre 1 mois ou 2 mois de libre, et puis on va se dire let's go et on va s'amuser à passer au next level sur l'infrastructure. Alors, tu fais partie d'une catégorie du coup de dev, on va dire, euh, qui me fascine un peu. C'est-à-dire que au final, en 2015, c'était quand même les débuts des environnements de ce qu'on appelle les microservices et compagnie. Enfin, c'était quand même c'était naissant. Node avait quelques années a priori en 2015. Je crois que Node, je crois que c'est genre 2013 ou 2012, quelque chose comme ça. Je crois que c'était avant. Enfin, 2012, ouais, peut-être. Mais en tout c'est- cas, c'était pas mature ouais, au c'est point ça. d'aujourd'hui C'était par un rapport au peu. support des extensions JavaScript, C'était etc. même, a priori, c'était avant le. Il y a eu un fork à un moment, il y a eu Ouais. il y a eu une scission assez forte dans la communauté Node IOJS, un ouais. petit peu plus tard, ouais, voilà. Euh, Donc, en fait, moi, ce que je trouve fascinant, en fait, c'est que tu as lancé un projet d'une certaine échelle, quand même, aujourd'hui, sur des environnements qui étaient peu matures à l'époque, et en plus, dans des environnements que tu maîtrisais pas forcément, parce que de ce que je comprends, vous étiez quasiment jeune diplômé avec ton associé, c'est ça ou, on était encore en école d'ingénieur. vous étiez encore en école Enfin, d'ingénieur, moi, j'étais toujours en école d'ingénieur et je finissais, je crois, 1 an et demi après avoir commencé CRISP. donc c'est littéralement apprendre en marchant, enfin c'est apprendre à courir en marchant, apprendre à courir en apprenant à marcher. Du coup, pour en faire bénéficier toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont peut-être aussi, qui en sont peut-être à ce moment-là aussi de leur construction, ce serait quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui se lance aujourd'hui sur une techno toute neuve, toute fraîche, qu'il a jamais vue, mais qui veut créer sa boîte avec? Bah, en fait, je pense qu'il faut séparer les technos des paradigmes, tu vois, enfin, tout ce qui est architecture, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a beaucoup de technos aujourd'hui qui sont à la mode et qui vont mourir dans le futur. Par contre, à partir du moment où en connaissant sa boîte, en fait, on commence
de base, en fait, à bien architecturer les choses, à créer un système qui est modulaire, qui fait que finalement, quand une techno un peu à la mode que tu utilises sur un système va mourir, tu pourras la remplacer facilement sans tout refaire. Je pense que c'est ce qui te fait gagner. Ça t'en fait perdre sur le moment présent, certes, mais c'est des sujets intéressants. Mais sur le futur, ça te fait gagner beaucoup de temps. Top. Merci beaucoup pour ce conseil que je partage complètement. C'est vrai que c'est une. Alors, moi, j'ai pas pris ce risque-là de me lancer sur des technos que je maîtrisais pas pour créer des boîtes. J'ai pris des technos que je maîtrisais bien. Mais je te rejoins complètement sur sur cette approche. Il y a des constantes, je pense à des variables. Ouais. Tu vas pouvoir, dans... Exactement. Ouais. J'aurais une dernière question pour toi, qui est la question rituelle du podcast FCTD. Est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation? Alors, moi, je suis tabulation. Non, je déconne. Je suis espace. Top. Merci beaucoup, Valérian. Merci. Et merci à tous de nous avoir écoutés jusque-là. Voilà, j'espère que vous avez appris autant de choses que moi sur CRISP et sur toutes ces problématiques de scaling et de charge qui sont toujours des sujets. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais en fait, il y a peu d'entreprises qui ont entre guillemets la chance de se poser ces questions-là. On se met souvent en tête qu'il faut faire comme ce que fait Facebook, Google et compagnie, mais en fait, il n'y a que Facebook, Google et compagnie qui ont ces problèmes-là. Et Valérian, avec Chris, ils ont la chance d'avoir ces problèmes-là. C'est toujours passionnant d'avoir ce genre d'avis-là. Donc, merci encore, Valérian, pour ton partage. Merci à toi. Merci à tous aussi de continuer à partager ce podcast autour de vous, dans les différentes coderies que vous pouvez avoir, les daily stand-up, autour d'un verre comme vous voulez. Vous le savez maintenant, il y a le Patreon, la boutique, le Discord, enfin bref, plein d'endroits où on peut se retrouver, où vous pouvez participer à ce podcast. Et je vous remercie énormément de le faire. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, codez bien. Et voilà pour cette fin d'épisode. Qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode, Valérian? Qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Ouais. C'était cool, c'est cool. Je fais pas ça souvent. Et d'ailleurs, ça me fait dire ça me fait penser que je devrais écrire plus d'articles, plus de blog posts tech, on va dire, de partage de connaissances, parce que c'est quelque chose qu'on a tendance à ne pas faire assez chez Crisp, alors qu'on a beaucoup de choses à partager. Je pense que c'est plus de la contrainte de temps, souvent. On est très, très focus en mode tunnel. On est dans le tunnel, quoi. Ouais. Et il y a des moments, effectivement, on devrait se poser et écrire des articles tech, parce qu'il y a plein de sujets comme ça qui peuvent permettre de prendre des bons choix aussi quand on commence, parce que nous, en fait, à la base de Crisp, on a été complètement inspiré et guidé, par exemple, par Quentin Adam de Clever Cloud, ainsi que d'autres personnes de la tech française qui faisaient à l'époque des conférences, des billets, etc., enfin, des articles. Donc c'est important, effectivement, c'est une sorte de give back à la communauté pour les prochains. Ouais, carrément. Bah, écoute, là, tu as la première pierre à ton édifice de partage de contenu, puisque cet épisode de podcast sera disponible ad vitam aeternam au final, donc ce sera un premier élément. Alors, Oussiz dans le chat, bah, écoute, ta réaction un petit peu tard, mais tu pourras réécouter l'épisode du podcast qui sera disponible. Alors j'en profite, je regarde en même temps. Tac, tac, tac. Qui sera disponible le 23 février en version podcast, sans aucun problème. Mais donc sinon, les technos qu'ils utilisent, de ce qu'ils nous évoquaient, donc c'est principalement Node, Go, Redis. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre dans ce que tu m'as dit? On a vu SSDB, par exemple. Ouais. SSDB qui est un Redis on-disk, un peu exotique pour le coup. RabbitMQ. Puis après, on a tout un tas de services un peu moins utilisés, on va dire, mais qui gravitent, par exemple, pour tout ce qui est spam, l'échange de fichiers sur l'infrastructure, etc. Et tous nos services aussi open source à nous, qu'on a connus. Donc, par exemple, je ne l'avais pas cité pendant le podcast, mais comment est-ce qu'on monitore tous ces services? On n'utilise pas une status page classique, on va dire. On a développé notre propre système de monitoring spécialisé en microservices qui s'appelle Vigil et qui est capable en fait de faire le job de sonder, de nous réveiller la nuit, de monitorer des centaines de microservices à la fois. Et on est notifié en fait à la seconde dès qu'un microservice ne répond pas dans la minute, quoi.
Ok. Dans les 30-10 secondes, enfin, ça dépend. Alors du coup, Oussis évoque aussi qu'il a vu une offre en Go sur le site de Crisp. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre, à ajouter du Go dans votre stack? Alors à la base, en fait, donc déjà le Go n'est pas utilisé dans l'infrastructure cœur, c'est utilisé dans l'infrastructure plugin parce que ça nous permettait vraiment d'avoir les plugins. En fait, on veut en héberger une masse énorme à terme et ça nous permet finalement d'avoir des choses assez légères, assez unitaires, des binaires. En fait, on ship ça sur un serveur, c'est simple. D'un point de vue déploiement, c'est super simple pour nous. D'un point de vue onboarding de développeurs, c'est super simple, comme je l'avais décrit, puisque des personnes qui savent programmer, qui ne connaissent pas le Go, peuvent l'apprendre assez facilement. D'un point de vue écosystème, en termes de librairie, c'est très très bien couvert. La lib standard de Go, même, en fait, finalement, fournit elle-même déjà une, un plugin, enfin, une lib qui s'appelle HTTP, qui est pas mal. Parce que quand on parlait du Rust, par exemple, ça n'est pas fourni dans le cœur, donc on est obligé de dépendre d'un plugin communautaire. Donc il y avait tout ça qui faisait qu'à l'époque, en 2016, le Go était déjà bien plus mature pour faire des projets dans le web. C'est un langage de programmation après qui a l'avantage syntactiquement d'être dans la syntaxe d'être plus simple que d'autres langages, tout en permettant de faire des choses très efficientes, très performantes, très légères, et sans être dérangé par la gestion de la mémoire, tu vois, typiquement. Puisque la mémoire est garbage collectée, tu n'as pas à gérer les désallocations, etc., comme si tu faisais du CPP. Ou à l'inverse, tu n'as pas à te battre avec le compilo, avec ce qu'on appelle le borrow checker quand tu fais du Rust. Puisqu'en Rust, typiquement, il n'y a pas de garbage collector. Donc, Euh, pardon, ça nous permettait d'avoir une sorte de middle ground en fait, entre le Node et des langages plus système, tels le Rust, par exemple, en termes de un good fit en fait, entre la facilité d'utilisation, la facilité de maintenance, etc., et les performances. alors du coup, Oussis enchaîne en demandant est-ce que d'après toi, ça vaut le coup de se spécialiser en Go plutôt qu'en PHP ou en Node? Euh, En fait, je pense que le Go et le Node se ressemblent énormément sur la philosophie des personnes qui l'utilisent. En Comme fait, le Node, à la base, pour décrire l'histoire du Node, c'est les personnes qui ont créé Node, en fait, ont voulu faire quelque chose de très différent de la classique. En gros, quand je fais du Java, j'ai tendance à faire des monolithes sur des serveurs très puissants et utiliser massivement les threads pour faire de la parallélisation sur les CPU. En Node, ce que tu fais en général, c'est que tu ne peux pas de toute façon faire facilement du multithreading. Donc, et c'est voulu, chaque service doit être très unitaire, mais par contre, en revanche, réplicable à l'infini. En mode microservice, tu vois, je le scale horizontalement. Le Go, c'est un peu pareil en fait en soi. Bon, tu peux bien sûr faire des choses plus avancées au niveau système, mais cependant, la philosophie de base, c'est vraiment ça, c'est un mini-service très unitaire que tu répliques. Et l'avantage, c'est que tu peux en buter en live dans ta prod, si tu as bien fait les choses, il n'y a rien qui tombe, quoi. C'est un peu la philosophie. Donc, si une personne se spécialise en Go, en fait, je pense qu'elle peut aussi savoir manipuler le node assez facilement. Et c'est intéressant de savoir manipuler les deux parce que finalement, la philosophie est relativement commune. La différence, c'est que le Go, et ça, ce que j'apprécie pas trop dans le Go, c'est il manque en fait une sorte de package manager de qualité. Donc, la gestion des dépendances a été assez basique à la base. Aujourd'hui, il y a les Go modules qui ont été sortis, si je ne me trompe pas, il y a quelques années. Mais ça reste un peu, je trouve, de qualité un peu inférieure à tout ce qu'on peut retrouver en Rust, Node.js ou même en tout ce qui est l'écosystème Java. Ok, top. Eh ben écoute, merci beaucoup pour ces éléments. Euh, Merci à tous d'avoir participé à ce live, d'avoir rajouté des questions sur le chat. Merci beaucoup Valérian pour ta participation. Voilà, j'espère que ce premier live Twitch pour toi t'a plu aussi. C'est un petit live, hein. J'ai pas une audience sur Twitch énorme, mais ils sont en tout cas très, très adorables et très engagés. Donc voilà, c'est vraiment top d'être Super. là-dessus. J'imagine qu'il y a un replay qui est accessible. Alors, Je ne connais pas du tout je Twitch. normalement, Je dois parfois il y avouer. en a. Moi, j'avoue, je le mets pas parce que comme je mets après l'épisode en D'accord. podcast,
Après, ça me fait trop d'endroits Oui. où je dois compter des lectures. Pour mes stats, c'est compliqué. Oui, tout à fait. Donc, je mets pas les replays dispo sur Twitch, en tout cas pour le moment. En tout cas, je mets la vidéo sur YouTube. Super, génial. Donc voilà, je vous remercie à tous pour votre participation à ce live. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine ou à demain pour l'épisode de demain avec Quentin. La semaine prochaine, le prochain live, ce sera avec Quentin de la chaîne Développeurs Libres. On parlera justement de formation et de démocratisation de ce métier de dev et comment est-ce qu'on fait en sorte de l'ouvrir à de plus en plus de monde. Il y a un truc récurrent qui revient en ce moment autour de moi, c'est une comparaison que je fais avec Ratatouille, le film, et le métier de dev. Donc voilà, donc on parlera un petit peu de Ratatouille aussi la semaine prochaine. Donc rendez-vous mardi prochain, 15h14 comme d'habitude. Je vous souhaite une très bonne semaine, je vous dis à la semaine prochaine, et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev, et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous, et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttt.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.